Alors, d'abord, il faut réfléchir au sens du mot origine. Parce qu'on pourrait tout à fait se dire, finalement, l'origine de l'univers, c'est ceci ou cela. Et d'ailleurs, il y a toutes sortes de cosmogonies. Les cosmogonies, c'est pas la cosmologie, c'est des récits ancestraux qu'on trouve dans beaucoup de cultures, mais pas dans toutes, qui racontent l'origine de l'univers. Souvent, on entend dire que toutes les cultures en ont fabriqué. C'est faux. Les anthropologues ont trouvé toutes sortes de sociétés, de cultures, dans lesquelles on ne trouve nul récit des origines. Il y a des récits qui racontent l'histoire de l'univers, par exemple, ou de la société en question, mais sans qu'on pense que cette histoire a commencé par un début absolu, par une sorte d'origine. Mais vous voyez que si on considère que l'univers a une origine, qu'il en a eu vraiment une, ça veut dire qu'il a été précédé par rien. Quand je dis rien, c'est absolument rien. Et donc, penser l'origine de l'univers, c'est d'abord penser l'absence d'univers. Pour une raison très simple, c'est que si vous dites qu'au début, il y avait quelque chose, soit ce quelque chose a toujours été là, ce qui veut dire que l'univers n'a pas eu d'origine, soit cette chose dont vous dites qu'elle est à l'origine est elle-même issue en tant qu'effet d'une cause antérieure qui l'a engendrée, auquel cas ce n'est pas l'origine. D'accord ? Donc à partir du moment où vous dites l'univers a comme origine ceci ou cela, vous êtes en train de dire dans le même temps que d'après vous, l'univers n'a pas eu d'origine. Donc ça fait déjà une première contradiction. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une certaine désinvolture langagière avec laquelle nous traitons de cette question de l'origine de l'univers. Pratiquement tous les mois, on nous annonce qu'on a fait une découverte qui nous renseigne un peu mieux sur l'origine de l'univers, et quand on lit le papier, on s'aperçoit qu'il n'est jamais question de l'origine, mais toujours d'un événement qui s'est passé dans l'univers primordial, mais qu'on ne peut pas assimiler à l'origine elle-même. Alors, maintenant, quand vous regardez l'histoire du XXe siècle en physique, vous apercevez qu'on a compris l'origine d'énormément de choses. Disons qu'il y a un siècle, beaucoup de gens pensaient que l'univers n'avait pas d'histoire, qu'il était stationnaire. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens le pensaient. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que pratiquement tous les objets physiques qu'on trouve dans l'univers ont une histoire. On a compris qu'il n'y a pas toujours eu des atomes. On a compris qu'il n'y a pas toujours eu des étoiles. On a compris qu'il n'y a pas toujours eu des galaxies, etc., etc. Et un des exploits du XXe siècle en la matière, c'est que les physiciens ont été capables, avec l'aide des astrophysiciens, de comprendre à peu près l'origine de toutes les choses qui sont dans l'univers, à l'exception évidemment des quarks ou des particules élémentaires, mais pour tout le reste, on a compris. Mais quand on comprend, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, en fait, on raconte une histoire qui est l'histoire qui a précédé l'apparition de la chose dont on décrit l'origine, et dont cette chose est l'aboutissement. Par exemple, si je veux comprendre, je ne sais pas moi, d'où vient l'hélium, bon, les noyaux d'hélium, je veux dire, les noyaux d'hélium sont composés de 2 protons et de 2 neutrons, ben, je suis capable de dire que dans l'univers primordial, il y avait des protons et des neutrons, avec beaucoup d'énergie, qu'il y avait des collisions qui subissaient des interactions, et ces interactions ont fini par créer des noyaux d'hélium. Et donc, ce que j'appelle l'origine des noyaux d'hélium, c'est l'ensemble de ces processus qui ont abouti à la formation des noyaux d'hélium. Et à l'origine des noyaux d'hélium, je dirais qu'il y a les protons et les neutrons qui font partie des noyaux d'hélium. Et donc là, j'ai une situation dans laquelle l'origine d'une chose fait partie de la chose. Hein, l'origine en termes de constituants élémentaires des noyaux d'hélium fait partie des noyaux d'hélium. On retrouve les protons et les neutrons dans les noyaux d'hélium. Bon. Et donc vous voyez que dans l'exemple que j'ai pris,
Ce que j'appelle l'origine, c'est la fin de l'histoire. L'origine des noyaux d'hélium, c'est la fin de l'histoire qui les a précédés, dont ils sont l'aboutissement. Autrement dit, en physique, origine veut dire achèvement, ou veut dire conclusion. Décrire l'origine d'une chose, c'est décrire les processus dont cette chose est la conclusion. Et donc, vous voyez que le mot origine a un sens contraire du sens qu'il a dans le langage courant. Dans le langage courant, l'origine, c'est le début. Là, c'est la fin. Bon. Je vous ai dit la dernière fois comment on avait pu comprendre la formation des autres éléments chimiques dans les étoiles, notamment dans les supernovas pour les plus lourds, etc. Donc tout ça est bien compris. Maintenant, il y a des cas où l'origine d'une chose en physique peut être un peu plus compliquée. Il y a des cas où l'origine d'une chose ne fait pas partie de la chose. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est l'espace-temps. Dans toutes les théories physiques que vous utilisez, j'imagine, l'espace-temps est posé a priori. Vous décrétez qu'il existe un espace-temps. C'est ce qu'on appelle une entité primitive, c'est-à-dire une entité qui ne dérive de rien d'autre qu'elle-même, qui est posée a priori, et au sein de laquelle, étant posée, vous allez dire qu'il se passe telle ou telle chose. Mais jamais vous ne faites dériver l'espace-temps de grandeur ou d'entité qui serait plus fondamentale que lui. Autrement dit, dans les théories physiques que vous utilisez, l'espace-temps est, comme on dit, substantiel. C'est-à-dire, c'est une substance, c'est un truc qui existe par lui-même, au sein duquel se déroulent les phénomènes et où ont lieu les événements. Bon. Alors, si je dis cela, c'est parce que je sais que vous n'avez pas étudié la relativité générale, parce qu'en relativité générale, l'espace-temps, ce n'est pas exactement ça. On peut considérer qu'il est relationnel, c'est-à-dire il n'a pas d'existence autonome, il est simplement connecté aux objets et dépend d'eux. Il est un objet physique au même titre que les autres objets physiques qu'il contient. Et vous voyez que dans ce cas-là, le statut de l'espace-temps est complètement modifié. Et parmi les gens qui essaient de faire la réunification entre la physique quantique et la relativité générale dont j'ai parlé, dont je parlerai tout à l'heure, il y a des gens qui postulent que l'espace-temps est en fait une émanation qui surgit à une certaine échelle de distance à partir d'un inframonde dans lequel il n'y a ni espace ni temps. Et donc ces gens prétendent décrire l'origine de l'espace-temps au sens où ils montrent que l'espace-temps est en quelque sorte fabriqué à une certaine échelle par des entités sur lesquelles je ne vais pas donner de précision, qui, à une certaine échelle, provoquent l'apparition de l'espace-temps. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'émergence. Et donc on voit l'espace-temps émerger à une certaine échelle, dans les calculs, alors qu'aux échelles plus petites, l'espace-temps n'est pas défini. Et donc on a un exemple là où l'origine de l'espace-temps ne fait pas directement partie de l'espace-temps. Troisième exemple, l'origine de la masse, dont j'ai un peu parlé à propos du boson de Higgs. On a compris l'origine de la masse, c'est-à-dire on a compris que les particules élémentaires qui n'ont pas de masse acquièrent de la masse parce qu'elles interagissent avec le champ de Higgs qui est partout présent. Et donc l'origine de la masse, c'est le champ de Higgs et le couplage que les particules ont avec lui. Et dans ce cas, le champ ne faisant pas partie des particules, vous ne pouvez pas dire que l'origine de la masse fait partie des particules. Mais, et même si vous multipliez l'exemple, vous verrez qu'en physique, on explique toujours l'être par l'être. Je veux dire par là qu'on explique l'apparition d'une chose et la généalogie dont il est l'aboutissement, toujours par l'invocation d'une autre chose. C'est-à-dire, on n'explique jamais l'apparition d'une chose à partir de rien. C'est toujours une filiation, une sorte de généalogie qu'on déploie, une histoire qu'on raconte, et l'aboutissement de cette histoire correspond à l'origine de la chose dont on décrit l'origine. Ça, c'est très spectaculaire, et c'est un processus qui a été responsable des grands triomphes de la physique du XXe siècle. Mais voyez bien que dans tous les exemples que j'ai cités, les origines dont je parle sont des origines relatives. C'est-à-dire elles correspondent à l'apparition de quelque chose au cours d'une histoire
qu'il y aura une suite et qu'il y a eu une antériorité. C'est-à-dire, il y avait quelque chose avant ces choses dont je décris l'origine. Si maintenant je m'intéresse à l'origine de l'univers, de quoi l'origine de l'univers pourrait-elle être l'achèvement? Si je veux décrire l'origine de l'univers comme je décris l'origine des, je sais pas moi, des noyaux d'atomes, par exemple, je dois supposer qu'avant l'univers, il y avait quelque chose qui a engendré l'univers. Et je suis pris au piège. Parce que comme je vous l'ai dit, penser l'origine de l'univers, c'est d'abord penser l'absence d'univers, c'est-à-dire l'absence de toute chose. Et prendre le mot origine au sérieux, c'est donc tenter de comprendre la transition qu'il y a pu y avoir entre le non-être, l'absence de toute chose, et une première chose. Si je dis qu'avant la première chose, il y avait déjà quelque chose, je suis pris au piège du langage et je ne peux plus prétendre que je décris l'univers, l'origine de l'univers, pardon. Donc vous voyez que le mot origine a un sens qui est assez mal défini. On pourrait dire que l'origine est mal contrôlée. Et il est intéressant de se tourner vers les philosophes pour voir comment eux définissent l'origine. Parce que si vous regardez dans le dictionnaire, par exemple, j'ai fait l'expérience, quand vous regardez dans le dictionnaire le mot origine, vous voyez qu'on vous propose de le mélanger à d'autres concepts, comme le concept de création, de cause, de commencement, de formation, de genèse, de fondement. Bref, quand vous interrogez sur le sens du mot origine, on vous propose de disperser cette notion, de la noyer, voire de la contredire, et au lieu d'avoir à faire à une sorte de point crucial, d'instant zéro, comme je le disais dans le titre, au lieu d'avoir à faire à une sorte de singularité décisive, eh bien, l'origine se temporalise. C'est-à-dire, vous attendez à une espèce d'événement soudain, et en fait, on vous raconte une histoire dans laquelle il n'y a nul événement soudain. Et donc, dès que vous racontez l'origine, par le biais de cosmogonie ou par le biais de cosmologie, vous faites une narration qui va avoir tendance à temporaliser l'origine et à vous faire perdre l'instant zéro qui est censé l'amorcer. Alors, que disent les philosophes? Ils disent beaucoup de choses, comme d'habitude, mais en gros, ils ont pris soin de distinguer deux significations différentes du mot origine. Et vous verrez qu'elles auront une influence sur la suite de mon propos. Première signification du mot origine, c'est la source dynamique de la totalité de ce qui existe. Alors, ça demande une précision, et cette précision, c'est ce qu'on entend par là, c'est que l'origine correspond à la cause antérieure à toutes les autres, au-delà de laquelle remonter n'a pas de sens. Et donc il s'agit d'une origine qui est chronologiquement première, qui est absolument créatrice, et qui est par essence distincte de tout ce qu'elle a produit et précédé, et qui renvoie à une réalité autonome, absolue. En un mot, elle renvoie à une réalité transcendante. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est autonome par rapport à la suite qu'il engendre, et qui correspond à une sorte de singularité chronologique. Il y a une deuxième signification, c'est que l'origine alors n'est pas la cause efficace et historiquement première, mais c'est le fondement logiquement premier, de tout ce qui existe. Ce fondement peut être un être particulier, qui est toujours immanent, qui aurait la particularité d'être capable de se projeter hors de soi pour s'incarner, de s'excéder hors de lui-même pour devenir autre chose. Alors, ce que je viens de dire là est assez compliqué. Je le vois bien à vos visages. Donc on va quitter la cosmologie et l'univers et prendre un autre problème qui est l'origine du langage. Posez-vous la question d'où viennent les langues? Plutôt, d'où vient que nous parlons? Et donc vous intéressez là à un problème qu'on appelle le problème de l'origine du langage. Je vous rassure, c'est un problème qui n'est pas résolu, parce qu'on ne sait pas si les êtres humains se sont mis à parler en même temps, je veux dire au même moment à la surface de la Terre, alors qu'on sait que, par exemple, la maîtrise du feu s'est faite au même moment partout, dans des conditions d'environnement complètement différentes.
Et donc les gens se disent, bah, finalement, si le feu est apparu en même temps, enfin la maîtrise du feu, pardon, est apparue en même temps à la surface du globe, quelles que soient les conditions d'environnement où se trouvaient les hommes en question, c'est sans doute parce que la maîtrise du feu correspond à un développement du cerveau. C'est-à-dire, partout en même temps, la taille du cerveau a permis à ces gens d'être suffisamment intelligents pour ne plus avoir peur du feu, pour ne plus le considérer comme un animal, et donc devenir capable de le maîtriser. Mais pour le langage, on ne sait pas, parce qu'évidemment, il n'y a pas de traces. Et donc, si vous vous intéressez à la question de l'origine du langage, et cette question a passionné les gens au XIXe siècle, notamment en France, et il y avait tellement de manuscrits sur ce sujet que la Société française de linguistique a dû écrire dans ses statuts, en 1871, je crois, que dorénavant, elle n'examinerait plus ces manuscrits tellement le problème devenait confus. Et pourquoi il devenait confus? Tout simplement parce qu'il y avait deux façons de comprendre cette question de l'origine du langage. Première façon, qui correspond à la première définition que j'ai citée tout à l'heure, vous cherchez la première langue jamais parlée. C'est-à-dire vous cherchez le proto-langage, la première langue jamais parlée, qui, par des bifurcations qu'il faut ensuite expliciter, a engendré les 6000 langues qui sont parlées aujourd'hui. Cherchez la première langue. Évidemment, si vous la cherchez, vous allez chercher un événement qui est chronologiquement daté, ça s'est passé à un certain moment, et qui est géographiquement situé, ça s'est passé quelque part. Et donc, chercher la première langue, au sens que je viens de définir, c'est chercher un événement unique qui s'est passé quelque part à un certain moment de l'histoire. Mais il y a une deuxième façon de comprendre l'origine du langage, et c'est la deuxième citation que je vous ai donnée à partir des écrits des philosophes. C'est pas de se demander quelle était la première langue, c'est de se demander quelles sont les conditions cérébrales, intellectuelles, culturelles, environnementales, économiques, etc., qui font qu'un groupe humain éprouve le besoin de parler. Et vous voyez que si c'est ça que vous cherchez, ça devient une toute autre affaire. D'abord, ça ne s'est pas passé en un instant précis, ça peut être un continuum, toute une histoire très longue, ça peut durer des milliers d'années. D'autre part, ça peut s'être produit à plusieurs endroits différents. Et enfin, vous n'imaginez pas que les gens qui sont mis à parler les premiers se sont mis à parler comme Voltaire ou Shakespeare. Donc au début, c'était des cris, des onomatopées, des borborigmes. Et donc, dans ce cadre-là, chercher l'origine du langage vous oblige à définir très précisément ce que vous appelez un langage. Et d'ailleurs, il y a une question qui, paraît-il, n'est pas du tout résolue, c'est que la capacité d'émettre des sons pour un être humain fait que vous engendrez toutes sortes de sonorités, des borborigmes, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, un groupe humain, parmi tous les sons qu'il entend, va décider que tel son ou tel groupe de sons correspond à un mot? Qu'est-ce qui fait qu'entendant des sons, on dise collectivement, tiens, ça, c'est un mot? Ça veut dire quelque chose de précis et de particulier. Ça, c'est une question qui, sans doute, ne sera jamais résolue. Mais vous voyez que dans ce cadre-là, chercher l'origine du langage, c'est chercher les fondements nécessaires pour que les prémices du langage apparaissent et que les langages finissent par se développer.